Pendant que le monde pense encore ses plaies de la crise de 2008, South Park sort un épisode, Margaritaville. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Que des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Je prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Il y a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. À l'époque, c'était drôle, on a rigolé et moi le premier. Sauf qu'en revoyant cet épisode aujourd'hui, je n'avais juste pas les mots. South Park a déconstruit, brique par brique, l'arnaque de la monnaie papier et la folie de la dette. C'est littéralement à s'en cogner la tête contre le mur. D'après eux, l'économie est une religion où le Dieu est très capricieux et où le pape est un poulet sans tête. Bienvenue dans l'économie réelle. Pour comprendre le génie de l'épisode, il faut remettre le contexte. Tout part d'un seul objet, la machine à margaritas de Jimmy Buffett. C'est bruyant, ça ne sert à rien, ça coûte une blinde, ça pèse, c'est lourd. Mais Randy marche, il la veut. Randy, c'est le consommateur américain moyen, l'idiot utile du système. Il n'a pas l'argent pour acheter sa machine, ce n'est pas grave. Il a une carte de crédit et il va la faire chauffer. Il achète donc sa machine pour faire de l'alcool pour oublier qu'il a des dettes. Mais Randy, il a un fils. Et ce fils-là, c'est le seul enfant censé. Il veut juste rendre la machine et récupérer l'argent. Ce fils, il s'appelle Stan. Mais malheureusement, c'est impossible. Oh, je m'excuse, je souhaiterais pouvoir vous rembourser, mais j'ai bien peur que ce soit impossible. Quoi? Il frappe à chaque guichet, mais chaque porte claque à son nez. Quoi? Ouais, on peut pas te rendre ton argent pour ça, ouais. Non, il faudrait que tu vois directement les gens de Wall Street, ouais. Va à Washington au département du Trésor, ça doit être les seuls qui savent vraiment comment tout ça fonctionne. C'est juste incroyable. La machine continue son voyage de Randy jusqu'à la banque d'investissement de Wall Street. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, jeune homme? Je veux qu'on me rembourse ce Margaritaville. Mon père l'a acheté en prenant un crédit dans une compagnie financière qui a des investisseurs à Wall Street qui ont créé un fonds de garantie revendu aux banques qui l'ont transféré chez vous. Oui, c'est logique. Ah! Aucun problème, nous devons juste consulter le conseil, nous allons déterminer la valeur de l'objet et nous le reprendrons. Revenons à South Park et c'est déjà le chaos. Les rues sont désertes, les magasins sont fermés, les habitants sont déguisés en romains et errent entre les ruines. Randy, lui, prend le micro et devient le prophète de la misère. Les habitants écoutent, ils acquiescent, ils y croient. L'économie est en colère, hurle-t-il. Nous porterons tous des draps au lieu de vêtements pour économiser sur la lessive. Au lieu de voitures gourmandes en essence, nous n'aurons qu'à nous déplacer en lama de la ferme de Drake. Cette croyance, elle donne vie à une machine qui a commencé par un simple petit cocktail. À ce moment-là, on a deux mondes parallèles. La religion de la dette et Stan qui cherche désespérément quelqu'un pour lui rembourser son argent. Et ce qu'il va trouver à Wall Street, c'est tellement absurde que ça en fait presque rire. C'est ici que South Park arrête d'être drôle pour devenir brillant. Le chaos dans la ville n'est pas aléatoire. C'est une reconstitution parfaite d'un des plus grands débats économiques du XXe siècle. À ma gauche, Randy marche. Il représente l'école autrichienne. Pour faire simple, la purge. Sa théorie, c'est quoi? L'économie est un cycle naturel. Si tu as fait n'importe quoi, tu dois le payer. Pour Randy, la récession n'est pas un problème, c'est la solution. C'est le moment où le marché se nettoie, où les mauvaises entreprises sont liquidées. C'est violent et c'est moralisateur. Tu as péché par la dépense, tu dois payer la pénitence par l'austérité. Dans le monde réel, c'est la position des liquidationnistes. Ceux qui disent qu'en 2008 ou en 2020, il faut laisser les banques faire faillite, laisser le système s'effondrer pour repartir sur des bases saines. Mais face à lui, il y a une anomalie. Un gamin avec un bonnet vert. À ma droite, Kyle Broflovski. Lui, c'est l'incarnation de John Maynard Keynes. Kyle regarde la ville en ruine, les gens qui pleurent et qui jouent aux écureuils, mangent du pain sec et il dit « c'est totalement débile ». Kyle voit immédiatement le problème. Tout le monde arrête de dépenser. Plus de commerce et le chômage explose. Tout le monde finit pauvre. C'est là que l'épisode devient littéralement biblique. Parce que là, Randy cherche des coupables alors que Kyle cherche un bouton à appuyer. Mais vous allez me demander, c'est quoi la solution de Kyle au final? Eh bien, c'est l'intervention. Il n'attend pas que le marché se purge. Il injecte directement la confiance. Dans l'épisode, il le fait en payant les dettes de tout le monde avec sa carte American Express Platinum. Et entre nous, j'aimerais bien avoir cette carte-là aussi. Cette carte, c'est un peu une métaphore du stimulus package, ou dit plus simplement, quoi qu'il en coûte, c'est l'État qui paye. Je prends vos dettes sur mon bilan, continuez de vivre. Mais attendez. Il a payé pour toutes nos dettes, on va pouvoir dépenser plus. Kyle, il paye avec quoi en fait? De l'argent qu'il a aussi emprunté. Pour sauver la ville de la dette, il s'endette encore plus.
Là, on a déjà un premier piège qui se referme. Randy a forcément tort parce que son austérité tue le patient pour guérir la maladie. Mais Kyle, il nous sauve en nous s'enfermant dans une boucle infinie. En 2008, les banques centrales, elles ont fait du Kyle. Elles ont imprimé des milliards pour sauver les autres banques. Et en 2020, c'était pareil, mais puissance 10 000 pour le Covid. South Park nous pose juste la question qui fâche. Si on paie la dette avec de la dette, qui finit par payer la facture à la fin? Les créateurs de la série, Trey Parker et Matt Stone, poussent la blague jusqu'au bout. Kyle est présenté comme Jésus. Il se sacrifie pour racheter les péchés des gens. Le système s'effondrera quand tu t'arrêteras d'y croire. On pense que la monnaie a de la valeur alors qu'en fait il n'en est rien. On croit que l'État remboursera, donc on prête. C'est comme une religion au final. Et comme toutes les religions, elle a ses hérétiques et ses messies. Mais pendant que ces deux-là se battent sur la théorie, Stan, lui, il arrive enfin au sommet de la pyramide. Il entre dans le temple sacré, la réserve fédérale. Il s'attend à trouver des ordinateurs, des algos, même des apôtres, des gens qui savent. Il veut savoir comment on décide de la valeur de l'argent. Il veut savoir comment on décide de si on doit sauver une entreprise ou pas. Ce qu'il va découvrir derrière la porte du comité directeur, c'est la scène la plus dévastatrice jamais diffusée sur l'économie mondiale. Une scène qui, je pense, devrait être montrée dans toutes les écoles de commerce du monde avant même le premier cours de finance. Oubliez Keynes, oubliez Hayek. La vérité, c'est la poule. Nous y sommes, le Saint des Saints. Stan marche à traverser le pays entier, affronter la bureaucratie pour voir qui décide vraiment. Il s'attend à voir Jérôme Powell, des génies, des super calculateurs. Au final, la porte s'ouvre. Les hommes les plus puissants du monde sont là. Costume impeccable, visage grave. Et au centre de la pièce, une roue de la fortune. Taxer, vendre, imprimer des billets et bien sûr, bail-out. Et voilà l'algorithme le plus sophistiqué, le plus optimisé de la finance mondiale. Un des officiels sort, une poule. Il lui coupe la tête et la jette sur la roue. Regardez bien, ce n'est même pas une exagération, c'est littéralement la méthode. La poule court, elle hésite entre austérité et guerre civile. Les marchés retiennent leur souffle. Le Dow Jones attend la décision du poulet. Et c'est le bail-out. La poule est morte sur renflouement. Applaudissements, décision validée. On imprime directement 900 milliards de dollars. Et vous riez? Moi, pas du tout. Parce que cette scène, c'est littéralement la réalité. Quand la Fed décide de monter les taux de 0,25 ou de 0,50%, vous croyez qu'il se base sur quoi? Vous croyez qu'il calcule quoi? Vous croyez vraiment que c'est basé sur des décisions statistiques? Les modèles, ils ont échoué en 1929, en 2000, en 2008, en 2022. Ils naviguent à vue, ils improvisent. Le poulet sans tête, ce n'est pas une blague. C'est la métaphore parfaite d'un système trop complexe pour être contrôlé par des humains. Ok, stop. Au-delà de la blague, il y a une vérité qui donne le vertige. Si la décision suprême peut être prise par une poule, si 900 milliards de dollars peuvent être créés à partir de rien, alors moi, je me pose une question. Qu'est-ce que l'argent? L'argent existe parce que l'État a dit qu'il existe. Il n'est adossé sur rien. Car l'économie est ton berger. Tu n'achèteras pas. Pas à l'or, pas au pétrole, juste à une promesse. Et South Park nous balance cette vérité en pleine figure. Votre compte en banque n'est qu'une illusion collective. Une illusion maintenue en vie par la confiance que nous avons en ces hommes et leurs poules. C'est pour ça que Stan est dégoûté à la fin. Il comprend que l'économie n'est pas une science, mais littéralement une religion. Et tant que nous croyons en la poule, le système tient. Mais le jour où on arrête d'y croire... Bon, alors on fait quoi? On brûle nos billets, on élève des poules? Évidemment que non. La première étape, ce n'est pas de paniquer, c'est de comprendre. Comprendre que le système, il est régi par une seule chose, la confiance. Et que cette confiance, elle est fragile. South Park ne nous dit pas de devenir des survivalistes qui enterrent des boîtes de conserve. Il nous dit juste d'être lucide. Si la monnaie est une foi, alors notre rôle n'est pas de prier cette foi. Ce n'est pas de croire en un seul Dieu, c'est juste de diversifier notre culte. Et ça paraît bizarre dit comme ça, mais il ne faut juste pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Surtout quand le panier peut être géré par une poule sans tête. Concrètement, ça veut dire une seule chose simple. L'argent que l'on a gagné, on ne doit pas le laisser dormir.
L'inflation, c'est une espèce de taxe invisible de la poule. Elle grignote notre argent jour après jour sans faire de bruit. Et le livret A, c'est bien pour les urgences, mais sur le long terme, c'est un cimetière littéralement pour nos billets. Alors oui, ça peut être de l'immobilier, de la bourse, des crypto-monnaies, peu importe. L'idée, c'est juste de posséder des trucs qui ne dépendent pas de la décision d'un comité opaque ou de la volaille décapitée. Et surtout, il faut investir en nous-mêmes. Bah oui, nos compétences, notre capacité à comprendre ce genre de choses, c'est ça qui va créer de la valeur. C'est le seul actif que la poule ne pourra littéralement pas nous prendre, à moins que vous fassiez décapiter et qu'elle grignote votre cerveau. Et ça, c'est le vrai asset. Stan, à la fin de l'épisode de Margaritaville, il ne devient pas un trader, il ne devient pas un économiste, il comprend juste que le jeu est truqué et il décide de ne plus y jouer selon les règles des autres. Il se concentre juste sur ce qui a vraiment de l'importance pour lui, ses amis, sa famille, sa liberté. Alors oui, la finance c'est un casse-tête, oui c'est parfois un chaos, oui elle est dirigée par des poules sans tête, mais vous avez un cerveau et donc vous pouvez vous en servir. Vous pouvez créer votre propre stratégie pour survivre à la poule. Si cette vidéo vous a fait juste rire nerveusement ou fait un peu réfléchir, dites-le moi en commentaire et partagez-la. On se retrouve très vite. Alors restez lucide et ne laissez personne vous découper la tête. À bientôt.